Est-ce qu'on peut tourner la vidéo, toi et moi? Ok, bon, en tout cas, dis coucou à la caméra. Allez, dis coucou à la caméra. You. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Ici Angèle Brandy aka La Was, tu connais. Si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, je vous souhaite officiellement la bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes autres prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler de Noël. Et comme vous pouvez le constater, je ne suis pas seule. Je suis avec Gustavo, mon nouveau compagnon, mais ne vous en faites pas, je ne vais pas faire la vidéo avec lui. Je pense que vous l'avez aussi constaté, j'ai planté le décor, j'ai mis chapeau de Noël et ainsi de suite. Mais chapeau de Noël là, ça s'allume pour quelques secondes et ça s'éteint. C'est pas grave. L'essentiel c'est que le décor soit fait et que j'ai refait ma chambre. Donc je suis vraiment contente de ce résultat. Bon, je vais déposer Gustavo et on va commencer. Alors là, guys, sans vous mentir, je ne sais pas où placer l'histoire que je vais vous raconter. Soit c'est dans un fait divers réel ou encore une légende urbaine. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que au sortir de cette histoire, vous-même vous saurez là où vous allez pouvoir la placer. Alors, tout en espérant que vous allez la trouver intéressante, je vais vous la raconter. Allons-y. Alors, c'est une histoire horrifiante de Noël. Franchement, quand moi-même j'ai découvert cette histoire, je me suis dit, oh, c'est quoi ça? Ça, c'est un cauchemar en fait. Nous sommes là le 25 décembre 1973 et il est 2 h du matin. Un couple dont Henri et Florence reviennent d'un dîner de réveillon organisé par les parents de Florence. Ce couple a pour l'habitude de se disputer, mais cette nuit-là, une dispute va éclater et celle-ci est due au fait que Henri a encore consommé beaucoup d'alcool alors qu'il savait qu'il serait au volant et que cela ne plairait pas à son épouse. Alors, malgré son état de fatigue ou encore son état d'ivresse, Henri va prendre le volant contre le gré de sa femme qui va continuer de le crier dessus tout en lui rappelant qu'il a promis à sa femme que lorsqu'ils iraient à cette soirée, il ne toucherait même pas à une seule gouttelette d'alcool. Mais hélas, Henri a failli à sa promesse. En chemin, la dispute continue et la voiture roule à grande vitesse. Henri aura marre d'écouter sa femme tout le temps lui mal parler. Il sera en colère et il fera un mouvement brusque au volant. La voiture ira de gauche à droite. Henri perdra le contrôle de celle-ci. Il va essayer d'appuyer sur le frein, mais rien. La voiture va se retrouver sur la rambarde de sécurité avec les 2 pneus du côté chauffeur complètement éclaté. Heureusement pour eux, Henri et Florence ne sont pas blessés après cette bousculade. La dispute va s'arrêter car ils sont conscients qu'ils ont bel et bien eu de la chance de s'en être sortis. L'époux va sortir de la voiture afin de vérifier son état à l'extérieur. En effet, ils seront obligés d'appeler une dépanneuse car la voiture ayant subi un choc grave risque de leur empêcher d'arriver à destination. Mais un problème se pose. À cette époque-là, les téléphones portables n'existent pas. La seule solution est donc de marcher sur les bandes d'arrêt d'urgence jusqu'à la prochaine bande téléphonique de secours. Henri va donc dire à sa femme qu'il est obligé d'y aller afin d'appeler à l'aide et il dira ensuite à sa femme de s'enfermer dans la voiture le temps qu'il revienne. Florence va obéir tout en regardant son époux s'en aller. Après quelques minutes sur cette autoroute où presque aucune voiture ne passe, Florence est inquiète et pense que son époux met trop de temps à revenir. Elle va somnoler puis va s'endormir quand soudainement un grand bruit provenant du toit de la voiture va la réveiller. Florence, prise de peur, va une fois de plus vérifier que toutes les portières sont verrouillées puis elle va se courber afin de se cacher. Mais là commence sa souffrance. Des coups très violents sont donnés sur la voiture comme pour rendre cette femme folle. Florence, de plus en plus effrayée, se plie sur elle-même et se met à prier afin que son époux vienne la secourir. Mais malheureusement, celui-ci n'est pas encore là et les coups sur la voiture deviennent de plus en plus forts. Florence va donc prendre son courage et va tenter de fuir. Elle va ouvrir la portière de la voiture, puis va se mettre à courir sur la bande d'arrêt d'urgence le plus rapidement possible et ce sans se retourner. Elle fuit quelque chose dont elle ne connaît pas l'origine. Elle court, elle court, elle court jusqu'à ce que son souffle la lâche dans la direction que son mari a pris, jusqu'à ce qu'enfin, après ce sprint, elle trouve la bande téléphonique de secours. Elle soupire.
enfin j'y suis. Nous allons pouvoir y aller. Nous allons pouvoir rentrer chez nous. Mais le soulagement de Florence ne dure pas longtemps. Car lorsqu'elle arrive sur la bande téléphonique, elle espère trouver son mari, mais il n'y est pas. Il a complètement disparu. Affolée et prise de panique, Florence va joindre les secours. Avec une voix tremblante, elle essaie de toutes ses forces de leur expliquer sa situation actuelle. On va donc par la suite lui passer la police. Les agents de police vont donc lui conseiller de retourner dans sa voiture, car selon eux, c'est lorsqu'elle est toute seule dehors qu'elle est plus en danger. Ils vont prendre sa position et vont lui dire qu'au plus tard dans 20 minutes, ils seront sur place. Florence va donc exécuter les recommandations de la police, car après tout, elle était bel et bien en sécurité dans sa voiture fermée. Elle va donc y retourner en courant sans rien voir sur le toit de sa voiture. Elle va entrer dans sa voiture, puis s'enfermer à nouveau à l'intérieur. Elle tremble de peur, elle grelotte, elle transpire et son seul souhait c'est que la police puisse vite arriver afin de la sortir de cette... Elle pense à son époux Henri. Où est-il? Que fait-il? Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? Pourtant, j'étais au même endroit que lui tout à l'heure. Mais pourquoi lorsque j'y vais, je ne le retrouve pas? Alors qu'elle est prise par ses pensées, un grand bruit recommence sur le toit de la voiture. Les coups sont encore plus intenses qu'auparavant et ces derniers sont accompagnés de coulées de sang. Oui, du sang. C'est l'horreur, c'est un cauchemar. Le sang coule lentement et ce sur tout le long du pare-brise. Florence pleure, elle ne sait que faire. Les coups continuent et le sang inonde le pare-brise. Alors qu'elle pleure, crispée dans un coin de son véhicule, elle aperçoit enfin à une dizaine de mètres un gyrophare bleu. C'est la voiture de police qui vient de se stopper. Deux policiers sortent de là et pointent leurs armes dans la direction de Florence. L'un des policiers, à l'aide d'un porte-voix, va lui crier ceci: Madame, écoutez-moi bien, faites exactement ce que je vous dis. Sortez de votre véhicule et courez le plus vite que vous pourrez vers nous et surtout, ne vous retournez pas. J'insiste, ne vous retournez surtout pas. Obéissez s'il vous plaît. Allez à 3. 1, 2, 3. Florence n'a pas de choix. Elle doit obéir car c'est sa vie qui est en jeu. Elle sort donc de la voiture, se met à courir au plus vite vers les policiers. Elle court encore et encore. Mais avec la curiosité, elle va se retourner en courant. Elle va désobéir aux agents de police. Ce qu'elle voit est affreux, mal et atroce. Un homme bizarrement vêtu frappe sur le toit de la voiture avec une tête fraîchement découpée et c'est la tête de son époux. Henri, le bruit, le sang, c'était donc ça, la tête de mon époux, dira-t-elle. Elle ira donc tomber dans les bras des policiers tout en étant traumatisée par ce qu'elle vient de vivre et ce qu'elle vient de voir. Les renforts arrivent. L'homme assis sur le toit de la voiture, vêtu d'un pyjama et avec dans sa main une tête humaine pleine de sang, sera appréhendé. Cet homme s'appelle Philippe Gaudrier. C'est un schizophrène qui s'est évadé d'un asile psychiatrique non loin de la zone. En fait, il a profité du mouvement de la fête de Noël afin de s'échapper car le personnel était certainement distrait par la collation qui avait lieu le jour de la fête. Il a été arrêté puis condamné à 30 ans de prison. Quant à Florence, ce Noël marquera toute sa vie. Elle n'empruntera plus jamais cette autoroute cauchemardesque et en plus de ça, elle ne fêtera plus jamais Noël. Si cette histoire est bel et bien réelle, qu'est donc devenu Philippe Gaudrier après qu'on l'ait libéré en 2003? Où est-il? Peut-être qu'il vous attend sur une autoroute de chez vous afin de reprendre son activité primaire qu'est le Noël sanglant et vous traumatiser et du coup vous fêterez peut-être aussi ce jour-là votre dernier Noël. Les amis, c'est la fin de cette histoire, c'est aussi la fin de cette vidéo. Alors si vous l'avez regardé jusqu'à la fin, écrivez-moi en commentaire le mot Noël et dites-moi ce que vous avez pensé de l'histoire que je viens de vous raconter. N'oubliez pas de lâcher vos gros pouces en l'air. Alors, Gustavo et moi, on tenait vraiment à vous souhaiter un joyeux Noël et surtout de vous préciser que lorsque vous êtes chez vous, faites attention avec qui vous marchez, avec qui vous parlez, parce que dans notre société actuelle, il y a beaucoup de Philippe Gaudrier. Les psychopathes ne sont pas seulement ceux-là qui traînent dans les asiles, même nos amis, même nos connaissances peuvent couper la tête de nos proches, voire notre propre tête. So, allez, Gustavo, dis au revoir. Bye bye, on vous aime. Bisous.